Et nous accueillons en plateau Warren Dexter, ministre de l'économie, des finances et du budget. Yaoranaf Aterehao. Yara merci de me recevoir ce soir. On l'a vu dans le reportage, les fabricants locaux se plaignent d'être pénalisés par la rapidité d'application de cette TVA à 16%, qui sera donc à compter du 1er janvier, je le rappelle. Ils espéraient avoir plus de temps pour pouvoir ajuster leurs produits. Que leur répondez-vous? Alors, c'est un sujet que je discute avec eux depuis septembre. Je vois que ça a été dit dans le reportage. Donc, c'est vrai qu'ils ont eu un délai relativement raisonnable pour se mettre en conformité. Mais c'est vrai qu'à leur décharge, dans les discussions, j'avais évoqué la possibilité de différer l'application peut-être sur février ou mars, hein, pour leur permettre de mieux se préparer. Mais malheureusement, la construction du budget a fait que finalement, j'avais besoin de cette recette, que cette recette soit opérationnelle dès le 1er janvier. Voilà, mais dans les dernières discussions que j'ai eues avec les organisations patronales, je pense au MEDEF notamment, c'était en dernier lieu, je crois, courant octobre, j'avais bien finalement confirmé que ça entrerait en vigueur au 1er janvier 2025. Mhm. Le gouvernement souhaite réduire les taux sur les produits importés en provenance d'Océanie. Cette mesure a plutôt vocation à favoriser les échanges régionaux ou à lutter contre la cherté de la vie. C'est un peu les deux, mais je dirais effectivement, c'est les deux objectifs, tu l'as dit effectivement Emma, c'est d'engager, de faciliter les discussions pour améliorer les échanges avec les pays voisins. Et effectivement, si on peut avoir un impact sur la cherté de la vie, ce serait bienvenu. Oui. Les industries locales ont peur que cette mesure génère une concurrence néfaste pour la production locale. Est-ce que vous comprenez leurs craintes? Alors là, par contre, je les reçois régulièrement, mais j'ai pas eu ce son de cloche. Je vois pas en quoi ça pourrait menacer les productions locales. Surtout que, bon, alors, est-ce qu'il y a des produits? Oui, je pense par exemple, il y a certainement certains produits qui sont notamment originaires de Nouvelle-Zélande ou d'Australie où il y a de la production locale, mais ce que j'ai eu l'occasion de leur dire sur le sujet, c'est que la production locale est en fait largement protégée, parce qu'il faut savoir que par exemple la fameuse taxe sur le sucre, qu'on appelle la taxe de consommation pour la prévention, la taxe est plus forte sur les produits importés que sur la production locale, ça c'est le premier point. Ensuite, les producteurs locaux, ils ont droit à des exonérations fiscales sur les matières premières qui ont dans leur processus de fabrication en Polynésie. Et puis, vous avez aussi cette fameuse TDL, c'est-à-dire que si on juge à un moment donné que la production locale est menacée par l'import, eh ben on bouge le levier de la TDL, de la taxe de développement local. Il y a plein de leviers qui devraient normalement permettre de les rassurer. La lutte contre la cherté de la vie, c'est un axe central de votre programme. Pourtant, on ne voit pas beaucoup de mesures qui vont en ce sens. Les représentants de l'opposition le pointent du doigt, évidemment, mais c'est également le cas de ceux de votre majorité. Comment l'expliquez-vous? Absolument. Alors, je comprends que ce soit une inquiétude également du point de vue de la majorité, puisque c'est un engagement électoral fort. Mais comme j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois, le challenge est difficile. Pourquoi? Parce que tout repose ici sur les importations. On produit très peu de choses. Donc ça veut dire qu'on est tributaire de tout ce qui se passe à l'international. Après, évidemment, ça veut pas dire qu'il faut rester à rien faire. Il y a des leviers. Sur la partie fiscale, il s'agit effectivement d'abaisser toute la fiscalité indirecte qui est la plus inflationniste. Après, il y a ce que j'ai eu l'occasion de préciser également aux élus de la majorité, c'est qu'il ne faut pas croire que toutes les mesures qui impactent qui visent à lutter contre la chair de la vie passent à l'Assemblée. Je prends l'exemple des PPN qu'on envisage de réformer. Ça va se traduire par des restrictions de liste à travers d'arrêtés en Conseil des ministres qu'eux, ils ne verront pas. Donc ça, c'est un sujet qui est d'actualité, qui sera donc qui est même prioritaire, qu'on a déjà commencé, qu'on a amorcé depuis ces dernières semaines et qu'on va prioriser sur l'exercice 2025. Au-delà de la cherté de la vie, il y a un autre point majeur de votre programme, c'est de tendre vers une plus grande justice, vers une plus grande équité sociale. Et ça pourrait passer par des projets de taxation que vous avez évoqués, mais dont nous n'avons pas forcément de nouvelles. Je pense à la taxe sur le patrimoine, à la taxe sur les investissements de spéculation ou encore celle sur les fuites de capitaux. Sont-elles toujours d'actualité? Sont-elles dans les tuyaux? Alors, j'ai évoqué la piste d'une augmentation de la fiscalité du patrimoine, mais tout ce qui est fuite de capitaux, je pense qu'il faut être très prudent avec ça, parce qu'à partir dès que vous évoquez le sujet, ça provoque des comportements anxiogènes, et ça, c'est pas bon pour l'économie. Donc, je suis très précautionneux sur ce genre de sujet. En revanche, je pense que c'est vraiment juste de développer la piste de la fiscalité sur le patrimoine, et ce qui me semble être la bonne contrepartie pour diminuer la fiscalité indirecte qui frappe de la même manière les gens
les gens aisés et les personnes qui le sont moins, et alors que la fiscalité du patrimoine peut avoir pour effet de taxer davantage les personnes ceux qui ont par rapport à ceux qui n'ont pas. Et alors, c'est un sujet, on a commencé on a failli mettre en place une taxe l'année dernière, une taxe sur le patrimoine, c'était une surtaxe d'impôt foncier, mais qu'on a finalement dû retirer parce qu'il fallait qu'on discute plus avant des paramètres de taxation au sein de la majorité. Et où en êtes-vous aujourd'hui? Alors, je devais remettre ce dossier dans le circuit, mais malheureusement, le fait que j'ai été nommé depuis 2 mois, je suis sincère, je n'ai pas eu le temps de faire aboutir ce dossier pour cette fin d'année, mais je compte bien l'initier courant 2025. Autre point qui retient l'attention dans ce budget primitif, c'est la masse salariale. La maîtriser était l'un des objectifs phares du gouvernement, mais elle n'a pas réduit, elle a même augmenté pour atteindre 35 milliards. Comment l'expliquez-vous? Alors là, j'ai envie de dire que c'est un véritable combat parce que les ministères demandaient des postes supplémentaires et grâce à la pugnacité de notre ministre Vanina Krolas, on a pu contenir toutes ces demandes. Et si vous voyez en nombre de TP, c'est en nombre de postes, là, ça n'a pas évolué. L'augmentation de la masse salariale, ça s'explique essentiellement par des titularisations ou par des évolutions de carrière. Avant de poursuivre cette interview, je vous propose d'écouter un court extrait de Nui Hoblouré, représentant non inscrit à l'Assemblée. On a d'un côté un ministre de l'économie qui fait le constat des choses à changer et de la réalité, et de l'autre côté un président qui est toujours, lui, dans la communication et qui est dans le cloud finalement. Ce décalage est également évoqué par plusieurs élus du Tasigny Ouir Atira. Le budget est-il réellement soutenu par votre majorité? J'ai la faiblesse de penser que oui. Les discussions avec la majorité ont commencé lundi dernier. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des demandes ici et là, mais je n'ai pas le sentiment qu'on ne sera pas soutenu par la majorité pour ce budget. Les discussions finales doivent normalement se faire au courant de la journée de samedi. Mais franchement, je sens pas je sens qu'on sera soutenu par notre majorité. Je suis rassuré de ce côté-là. Eh bien, merci beaucoup, Fatel Hao, pour Merci à toutes vous. ces précisions.